Bonjour, je suis le docteur de l'au-delà. Bienvenue pour cette opportunité de voir l'avenir à travers cette boule de cristal. Nous pouvons y comprendre des choses que notre monde n'a pas encore compris aujourd'hui. Une compréhension du futur. Et aujourd'hui, j'aimerais vous partager quelques informations à propos de nos facultés psychiques. D'où vient notre intuition? Qui sommes-nous à cet égard? Si nous regardons dans cette boule de cristal, nous aurons un aperçu de l'avenir. Un aperçu de qui nous sommes et comment nous fonctionnons. Nous allons nous pencher sur la nature psychique des êtres humains. Bienvenue dans le monde intérieur de cette boule de cristal, dans laquelle nous pouvons voir des informations qui ne pourraient être vues nulle part ailleurs. Avant de continuer, j'aimerais que vous fassiez un exercice. J'aimerais que vous fermiez vos yeux et que vous visualisiez dans votre esprit une pyramide. Pouvez-vous voir cette pyramide dans votre tête? Mais d'où vient cette image? Elle est dans votre tête, elle ne se trouve pas en dehors de votre corps. Où créons-nous des images dans notre cerveau, et comment les créons-nous? Nous trouverons la réponse dans ce que nous appelons le troisième œil. C'est un œil situé profondément dans la structure du cerveau, et cet œil est appelé la glande pinéale. La glande pinéale reçoit des informations qui ne viennent pas de la lumière. La glande pinéale reçoit des informations provenant du champ d'énergie qui nous entoure. Pour comprendre cela, nous devons plonger dans l'anatomie du système nerveux, et comprendre en quoi cette anatomie nous explique comment l'intuition et les idées nous arrivent de manière non physique, pour finalement s'exprimer d'une manière physique dans notre vision et notre conscience. L'un des aspects les plus intéressants de la science de la biologie, c'est que nous utilisons des systèmes globaux vivants que nous avons subdivisés en systèmes individuels. Ce qui fait que chaque organisme possède l'équivalent d'un système digestif, un système respiratoire ou un système nerveux. Bien que tous aient des fonctions différentes, ils partagent tous une caractéristique commune. Car tous les systèmes possèdent trois unités fonctionnelles importantes. Ces unités fonctionnelles incluent l'entrée, c'est-à-dire quand l'information entre dans le système. Le traitement, quand cette information est analysée par le système. Et la sortie, quand le système apporte une réponse appropriée en fonction de l'acquisition. Un système est donc divisé en trois unités, l'entrée, le traitement et la sortie de données. Ce qui est intéressant, c'est que quand vous observez le système nerveux, tous ces éléments révèlent une structure physique qui montre que ces sous-systèmes que sont l'entrée, le traitement et la sortie sont disposés selon un modèle séquentiel précis constitué de l'entrée, suivi du traitement, lui-même suivi de la sortie, le tout offrant une corrélation structurelle des fonctions du système nerveux. Par exemple, observons un neurone. Au sommet de ce neurone, vous pouvez voir des ramures que l'on appelle dendrites. C'est par elles qu'entre l'information dans le neurone. Il s'agit de l'entrée. Puis la dendrite se termine dans le corps de la cellule. Ensuite, l'information sera traitée au cœur de la cellule. Quand une séquence est analysée, une sortie est envoyée via ce qu'on appelle un axone. Comme vous pouvez le voir, ces trois subdivisions sont physiquement orientées dans le sens de l'entrée, du traitement et de la sortie. Le même modèle se retrouve dans la moelle épinière. Au sommet de la moelle épinière, nous pouvons observer une silhouette en forme de papillon. C'est là que se trouvent les neurones. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une stratification. Le dessus du papillon contient les neurones sensoriels qui captent les informations provenant de l'environnement. Au milieu, se situe la zone des neurones associatifs. C'est ici que se produit le traitement. Dans le bas du papillon se trouve la sortie moteur. C'est là que l'information est renvoyée dans le corps pour contrôler son fonctionnement. Entrée, traitement et sortie. Pour un autre exemple, nous pourrions observer le cerveau. Car nous savons qu'il est divisé en trois sections. Le cerveau antérieur, le cerveau moyen et le cerveau postérieur. Le cerveau antérieur est associé à l'information entrant dans la biologie. Le cerveau moyen est la zone du cerveau qui analyse et crée une réponse. C'est un élément de traitement. Le cerveau postérieur est la zone de l'élément moteur, car c'est depuis cette zone que l'information est envoyée au corps pour contrôler les fonctions des différents systèmes. Encore une fois, il y a l'entrée, le traitement,
et la sortie physiquement réparties dans cette même séquence. Un dernier exemple avec la rétine des yeux. Il y a 3 couches sur la rétine. La couche à côté du pigment contient ce qu'on appelle les bâtonnets et les cônes. Ce sont les entrées de la vision. C'est ici que les signaux de lumière entrant atteignent les bâtonnets et les cônes. La couche suivante à côté des bâtonnets et des cônes est appelée la couche bipolaire. Ce sont des neurones qui intègrent toutes les entrées provenant des bâtonnets et des cônes. La troisième couche supérieure est appelée la couche ganglionnaire. Il s'agit de la couche moteur qui envoie le signal final qui a été traité par le cerveau. Donc, quand nous regardons la rétine, les bâtonnets et les cônes constituent l'entrée, la couche bipolaire le traitement, et la couche ganglionnaire la sortie. Nous avons une fois de plus une corrélation structurelle entre l'entrée, le traitement et la sortie disposées physiquement de la même façon, tout comme les structures du système nerveux. Un jour, alors que j'étais en train d'enseigner l'embryologie, cette stratification de l'entrée, du traitement et de la sortie m'a intrigué. Nous regardions des sections d'un cerveau en développement. Et dans le cerveau, la section centrale est appelée le troisième ventricule. C'est une partie du cerveau contenant un creux dans lequel le liquide céphalorachidien circule, avec une couche à l'extérieur. Mais ce que cette section avait d'unique, c'était sa symétrie. C'était une coupe du cerveau correspondant à l'endroit indiqué par cette flèche. Et il y avait une profonde symétrie dans cette section. Elle a 2 murs avec une boule au-dessus et une boule en dessous. La première chose que j'ai remarquée, c'est que le troisième ventricule du cerveau, la boule du dessous, est appelée la glande pituitaire. C'est la glande principale. Et dans ce cas, il s'agit de la sortie principale. C'est l'équivalent moteur. Ok, mais quelle est l'autre structure située tout en haut? La boule juste au-dessus, c'est la glande pinéale. En quoi est-ce pertinent? Si la glande pituitaire est la sortie principale, en suivant la symétrie entrée, traitement, sortie, la glande pinéale serait donc l'entrée principale. On obtient un nouvel aperçu qui dit que la glande pinéale, dont le nom vient du fait qu'elle ressemble à une pomme de pin, et dans l'histoire elle a toujours été représentée comme une pomme de pin, est en fait une antenne réceptrice, une entrée pour l'information provenant de l'environnement. Le signal provenant de la glande pinéale passe dans le troisième ventricule, là où elle est traitée par le thalamus et l'hypothalamus, qui altèrent ce signal. Puis le signal final atteint la glande pituitaire, la glande principale, qui envoie des informations à travers le corps pour coordonner ses fonctions. Si nous nous référons à l'histoire, en comprenant la nature du corps et sa coordination, ces centres énergétiques étaient appelés des chakras. Il y en a 7 d'entre eux. Le 6e chakra est appelé le troisième œil, car il se situe juste au-dessus de nos yeux. Que représente-t-il? Historiquement, il représente la glande pinéale. Un œil pour voir. Mais la glande pinéale se loge profondément dans le cerveau. Elle ne reçoit pas de lumière en provenance de l'extérieur. Mais c'est un œil qui analyse les spectres et les champs électromagnétiques. La glande pinéale est reconnue comme étant un appareil récepteur, un dispositif d'entrée. L'une des caractéristiques intéressantes de la glande pinéale, c'est qu'elle est remplie de cristaux. Nombreux sont ceux qui considèrent les cristaux comme étant un processus dégénératif influencé par certaines choses comme le fluor dans l'eau. Permettez-moi de vous affirmer quelque chose d'important. La glande pinéale possédait déjà des cristaux bien avant qu'il n'y ait des choses comme le fluor dans l'eau. Historiquement, elle a toujours eu des cristaux. Et c'est aussi intéressant de voir qu'elle contient des cristaux depuis notre naissance. Ils ne sont pas apparus soudainement, ils ont toujours été là. Ce n'est donc pas un processus dégénératif, alors il semblerait qu'ils aient une véritable fonction. Revenons dans le temps avant la télévision, au moment de la découverte de la radio. Pourquoi à ce moment-là? Car les premières radios n'avaient pas de tubes, de câbles et de ce genre de choses. Les premières radios étaient appelées récepteurs à cristal. Ils avaient des cristaux de galène. Et si vous preniez une épingle pour toucher le cristal à un certain endroit,
vous pouviez entendre une émission de radio. Le cristal transductait une énergie provenant du champ quantique en émission de radio que vous pouviez écouter avec un casque audio. Donc pas de tube, pas de transistor, pas de résistance, pas de capaciteur, juste un cristal qui téléchargeait un champ. Quand vous touchez certaines parties de ce cristal, d'un coup, hors de la zone du champ, l'énergie des fréquences radio sont transformées en sons que vous pouvez entendre avec un casque audio. C'est une radio primitive, mais comment fonctionne-t-elle? Pour vous donner une analogie, dans l'ancien temps avant les téléviseurs LCD, nous avions des téléviseurs à tube cathodique. Voici le modèle d'un tube cathodique. Vous pourrez voir qu'à l'arrière du tube se trouve le canon, qui projette des électrons sur l'écran situé à l'autre bout. Quand les électrons touchent l'écran, ils s'allument. Entre le canon et l'écran, il y a un tas d'aimants entourant le tube. Les informations de ces aimants altèrent le faisceau projeté par le canon avant qu'il n'atteigne l'écran. Ce sont les informations de ces aimants qui donnent forme à l'image finale qui apparaît sur l'écran. Maintenant, utilisons cette analogie en repensant à la glande pinéale. Les cristaux dans la glande pinéale sont l'équivalent du canon dans le tube cathodique. Le thalamus et l'hypothalamus génèrent des champs électromagnétiques qui influencent le signal sortant de la glande pinéale, basé sur nos expériences de vie. Pour finir, l'information projetée par la glande pinéale et altérée par le thalamus et l'hypothalamus atteint la glande pituitaire, qui est l'équivalent d'un écran de télévision. C'est là que se forme une image. L'image qui nous apparaît est créée par notre glande pituitaire. Et la glande pituitaire fait en sorte que le corps complète cette image. Quand j'ai vu ça, et que j'ai commencé à constater la polarité de l'expression physique de l'entrée, du traitement et de la sortie, je rendais visite à mon ami Christopher Hills, un scientifique yogique. J'étais enthousiaste de lui montrer ce modèle, car c'est ainsi que l'on comprend les choses en science. En comprenant un modèle, vous pouvez faire des prédictions. Je parlais à Christopher et je lui dis, regarde, voici la prédiction. C'est comme ça que l'information, l'intuition et l'identité entrent dans notre corps via les cristaux récepteurs de la glande pinéale. Puis comment ils sont modifiés par nos expériences et enfin contrôlent la sortie via la glande pituitaire qui façonne notre vie. Et pendant que j'expliquais tout ça à Christopher, il souriait avant de se mettre à rire. Puis il me dit, tu sais Bruce, cela fait des millénaires que les scientifiques yogiques avaient compris ça. Ils font référence à cette zone du cerveau comme étant la cave de Brahma. Ils disaient que le ventricule dans lequel se trouve le liquide céphalorachidien était la mère primaire. Ils disaient que la glande pinéale envoie des vagues d'informations dans le liquide céphalorachidien, qui se connectent à la glande pituitaire située en bas de ce qu'on appelle la cave de Brahma. C'est ainsi que notre vie est façonnée. Bien sûr, je n'étais pas seulement intrigué, mais j'étais aussi très enthousiaste de découvrir cette idée de la glande pinéale en tant que récepteur d'informations que nous utilisons pour organiser notre vie. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Ça fait des millénaires qu'on en parle. La seule nouveauté, c'est que cette idée se conforme à la biologie moderne conventionnelle et à l'anatomie du troisième ventricule du cerveau. Ce n'est ni un accident, ni une coïncidence. Je crois fermement que le chakra du troisième œil, qui correspond à la glande pinéale, est l'une des entrées principales, qui fait de notre vie ce qu'elle est.